Deuxième journée à Tokyo. Alors, à Tokyo, on va quand même faire une petite entorse. On va se rendre le deuxième jour. On va aller voir un temple bouddhiste. Alors, on ne va pas à Tokyo pour voir des temples bouddhistes, mais celui-là, il est incontournable. C'est le temple d'Asakusa, temple le Senzoji, qui est une institution qu'il faut absolument voir, qui est incroyable parce qu'il y a une espèce de grande allée qui amène à ce temple avec des marchands. C'est un site incroyable avec un petit jardin et autres. Bon, un endroit à voir. Et on va un petit peu rester dans ce quartier. On va pousser une petite marche de 10 minutes pour aller se rendre à Kappabachi Dori. Alors c'est une rue, une avenue extraordinaire. C'est la rue où se fournissent tous les restaurateurs. Et là, vous allez trouver alignés sur l'avenue, sur les deux côtés, tous les magasins, toutes les fournitures pour les restaurants. Et là, c'est un régal pour les yeux. Ça va des bols laqués à la porcelaine, au couteau, les décorations, les panneaux, les tissus et les menus, parce qu'au Japon, c'est facile d'aller au restaurant. Vous avez une carte de menu dans le restaurant, mais à l'extérieur, vous avez une vitrine où on reconstitue tout ce qui est sur la carte. Donc vous avez le plat de façon factice, il n'y a plus qu'à choisir. Et donc là, vous avez ces magasins qui fournissent un endroit assez rigolo où l'on ne va pas forcément lorsqu'on est dans ce secteur-là. Ensuite, on réembarque dans le bus et on part sur le nord de Tokyo. Et là, je vous emmène dans un quartier qui est relativement peu connu des étrangers. Bon, maintenant, ça commence un peu. C'est le quartier de Yanaka. Alors, c'est un quartier qui représente le vieux Edo, le vieux Tokyo du XVIIe, XIXe siècle. Alors, ce quartier a été préservé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et aussi préservé par le grand tremblement de terre qui a eu lieu dans les années 1923, je crois, qui avait détruit Tokyo à 2/3. De toute façon, la ville de Tokyo a été détruite plusieurs fois complètement par des tremblements de terre. Et donc, dans ce quartier très populaire, on va passer du temps à flâner. Et je vous lâcherai dans cette rue donc, du quartier de Yanaka. Vous pourrez flâner, manger un petit bout. Vous allez avoir des petites échoppes, des petits trucs pas chers du tout. Donc, si vous voulez, quand vous prévoyez tous les repas, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, par vous-même, vous allez partir par petits groupes et explorer. Alors, dans ce quartier, on fera après la visite du quartier et on s'arrêtera dans un petit musée, le musée Asakura. Alors, qui était Asakura? C'était le fondateur de la sculpture japonaise moderne. Asakura a fait plein de sculptures en bronze. Et cette maison, c'est un tout petit musée, il y a quelques œuvres, mais elle est surtout intéressante parce que c'était sa maison et son atelier, maison qui est bâtie autour d'un petit jardin intérieur. Donc l'intérêt. Et après cela, je crois, il me semble, on rentre avec les transports communs. Parce qu'on lâchera le bus et puis on reviendra par nous-mêmes en transport en commun. Le jour 5, donc notre troisième jour à Tokyo, ce sera notre dernier jour de visite à Tokyo. Et le matin, on fera un arrêt au musée Hokusai. Hokusai, dont on a beaucoup parlé cette année dans les cours. Donc c'est un musée tout récent qui date de 2016, donc un bâtiment qui est une œuvre en soi. Et donc on passera un certain temps pour qu'on ait le temps de voir l'essentiel des collections. On se mangera un petit bout chacun dans la cafette ou autre de musée Hokusai. Et après ça, on prend le bus pour aller vers Nikko. Nikko, il se trouve au nord de Tokyo. On a 50-60 km à faire. On dormira à Nikko, on va être dans les montagnes. Et c'est un endroit où se trouve toute une série de temples, de monastères. C'est un complexe bouddhique très ancien, depuis des millénaires. Et Nikko a surtout été connu à partir du XVIIe siècle, parce que c'est là que le grand shogun Tokugawa a son mausolée. Son petit-fils a fait construire un mausolée en son honneur, parce qu'il voulait être enterré là.
Et Tokugawa, c'est lui qui a fondé cette grande dynastie qui va être en place pour 250 ans. Et Tokugawa est considéré comme un dieu parce que c'est lui qui a quasiment unifié le pays. Et donc ça c'est le site de Nikko. Donc quand on va arriver, on va voir deux choses avant de nous rendre à l'hôtel. On fera un petit stop au pont sacré sur lequel on ne peut pas se balader, mais on peut regarder, photographier. Et on fera une petite promenade à pied le long de la rivière où il y a une cinquantaine de statues de Jizo qui sont alignées. Après, hôtel. Le lendemain matin, nous allons donc aller sur ce site des monastères. Donc là, on va se faire une palanquée de sanctuaires, le mausolée, deux temples et autres. Et cet endroit, c'est un cauchemar pour les photographes parce que vous ne savez pas où regarder, quoi photographier, tellement il y a de l'or, ça ruisselle d'or de partout. Et c'est ce qu'on peut comparer, ce que je dirais, c'est ce qu'on appelle le baroque japonais. Hein, c'est chargé, surchargé, autant ils savent être dans la délicatesse. Alors là, ils ont mis le paquet. Donc c'est un site absolument majestueux. Il y aura beaucoup de marches à monter, à descendre. J'ai même eu lors d'un voyage quelqu'un qui avait compté les marches, qui à la fin de la journée m'avait fait le décompte du nombre de marches. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut du mausolée, vous pouvez rester plus bas si vous voulez. À Nikko, pareil, on se mange un petit bout vite fait par-ci par-là. Et le bus va nous ramener à une grande gare qui s'appelle la gare d'Utsunomiya, où on va prendre le Shinkansen qui va nous emmener jusqu'à Kyoto. Parce que c'était inutile d'aller encore passer une nuit pour reprendre le train le lendemain matin. On va les tracer tout de suite à Kyoto. Et à Kyoto, vous ne serez pas étonnés parce que ça va arriver dans deux autres villes. On va avoir un hôtel qui est à côté de la gare. Alors ce sont des grands hôtels, vous n'êtes absolument pas gênés, même si parfois vous voyez les voix pas loin. Les hôtels sont totalement insonorisés, donc ça gêne absolument pas. Au Japon, être logé à côté d'une gare n'est absolument pas une punition, au contraire, c'est un avantage, parce que la plupart des villes japonaises, lorsque vous n'êtes pas sur un site d'une ville un peu caractère historique, sont des villes modernes. Et dans ces villes modernes, vous n'avez pas de vrai centre-ville. Vous avez des galeries marchandes, mais vous n'avez pas vraiment de centre-ville. Et quand on est à côté d'une gare, vous êtes à côté du centre de vie. C'est là où tout se passe. Donc c'est vraiment un endroit agréable et sympathique d'être à côté d'une gare. Et alors à Kyoto, être à côté de la gare de Kyoto, c'est franchement un cadeau, parce qu'on visitera, pas tout de suite, je crois que c'est le troisième soir, on visitera la gare de Kyoto. C'est un monument en soi. La gare de Kyoto est autant visitée que le pavillon d'or et le pavillon d'argent. C'est une structure qui a été faite par un architecte qui est absolument extraordinaire. C'est le même architecte qui a fait l'Umeda Sky Building, qu'on verra à Osaka. C'est une visite en soi. On passera 45 minutes à faire le tour de la gare pour la visite. Vous verrez, c'est quelque chose de sympa. Donc, voilà où on sera hébergé à Kyoto. On ne sera pas trop loin du centre historique de Gion et ces quartiers-là, mais il faudra quand même, lorsqu'on reviendra en soirée, prendre un taxi pour revenir à l'hôtel. Les 2 soirs où on aura un taxi à prendre pour revenir, ce sont les 2 seuls transports qui ne seront pas compris dans le voyage. Mais j'ai voulu que vous ayez cette liberté, parce que généralement, dans les voyages à Rivi, le bus dépose à l'hôtel. Après, les gens, ils repartent de l'hôtel, ils reprennent un taxi pour revenir après et revenir à l'hôtel. Donc moi, j'ai simplifié les choses. J'ai organisé le programme pour qu'on reste les 2 premières soirées dans le centre de Kyoto où tout se passe. Après, vous allez pouvoir rester ou rentrer comme bon vous semble. C'est là où, pareil, il y a des petits groupes qui vont se constituer. Moi, je vais faire ci, ça, on se met ensemble. Ah non, moi, je préfère ceci. Et voilà, ça nous donne cette liberté. Hein. Sur Tokyo et Kyoto, je voulais qu'on ait vraiment des libertés de mouvement et qu'on n'ait pas un fil à la patte pour profiter au maximum de ces endroits.
Premier jour de visite à Kyoto. Alors vous allez voir, on ne va pas chômer. Hein. Kyoto, c'est toujours un moment important, mais on va quand même prendre du temps et se détendre. Premier jour, le matin, on va faire 2 endroits. Le pavillon d'or, incontournable, quelle que soit la saison, il est beau. Qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, c'est mieux quand il y a du soleil pour les photos, mais il est toujours beau, magnifique. Ensuite, juste à côté, pas très loin, on va faire le Ryoanji, qui est la perfection en matière de jardin sec. Alors, ce n'est pas juste cette partie-là, hein, c'est un temple, il y a encore un grand jardin avec une pièce d'eau, hein, donc on tourne autour. À partir de là, le bus va nous embarquer et nous déposer dans un autre quartier, un petit peu plus au nord, mais toujours dans le même secteur, pour ne pas perdre trop de temps. Parce que le problème de Kyoto, si vous voulez, les sites sont dispersés un petit peu partout. Et donc, pour organiser les choses judicieusement et pas perdre trop de temps, il ne faut pas aller courir du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, on perd un temps fou. Donc, il faut essayer de concentrer les visites dans la même zone. Donc, on va aller dans un quartier où le bus va nous déposer et ensuite, on rentrera par nous-mêmes, par les moyens de transport public. Alors, c'est le quartier d'Arashimaya, un quartier que j'adore, où on va flâner toute l'après-midi, qui se prête vraiment à la marche, à la balade, tranquille. C'était le quartier où les aristocrates séjournaient lorsqu'ils étaient à Kyoto. Alors on va d'abord commencer par manger un petit bout quelque part, et ensuite on va visiter ce temple-là. Alors donc on ne va pas rentrer dans le temple, mais on va faire le jardin. On va donc traverser ce jardin qui est absolument splendide, et à la sortie de ce jardin, on arrive à l'endroit mythique de Kyoto, la forêt de bambou. Alors, le seul inconvénient de cet endroit magnifique, c'est que c'est toujours bourré de monde. Alors là, il faut croiser les doigts pour ne pas avoir trop de gens. À la sortie, donc en sortant de cette forêt, on va donc arriver à la fameuse villa dont je viens de vous parler, que nous allons visiter, cette villa qui appartenait à cet acteur. On va faire la tournée du jardin. On va bien passer une demi-heure, voire presque une heure, parce qu'en plus, il y a un magnifique pavillon de thé. On va nous offrir un peu de thé. Donc, à un moment, cet après-midi-là, c'est vraiment un après-midi bucolique. Hein. On va se balader tranquille. Et puis, une fois qu'on aura fait le tour du quartier, alors on va passer par une zone résidentielle, on verra l'habitat, on passe à côté d'une scierie de bambou. Donc vous allez voir un petit peu comment comme nous on a des scieries avec des planches de bois, ils ont leur scierie avec du bambou. Il y a une curiosité à cet endroit, vous avez un petit train, un train qui passe au milieu de ces forêts de bambou, c'est assez extraordinaire. Et on reviendra par le tram au centre de Kyoto. Et là, on ira se passer la soirée dans les vieux quartiers, puis chacun rentrera quand il a envie vers l'hôtel. Deuxième jour à Kyoto, alors là, on va visiter encore un grand classique, le pavillon d'argent. Pavillon d'argent, Shogun, il n'y avait plus d'argent, donc il est en planche de bois, hein, il n'a pas d'argent. Par contre, il a un jardin absolument splendide. Donc on fera la visite de ce jardin, c'est là où il y a effectivement ces sculptures de sable qui sont assez magiques. Hein. Elles ont quand même été conçues au XIVe siècle, hein. C'est quelque chose de très moderne. Vous verrez ça aujourd'hui dans un jardin du XXe siècle ou XXIe siècle. Voilà. Après le pavillon d'argent, on va faire un petit tour à pied sur le chemin de la philosophie, un petit aller-retour pareil, c'est un endroit mythique, mais qui a moins de charme à l'automne qu'au printemps. C'est là où tout Kyoto s'amasse, parce que ce chemin de la philosophie, qui est le long d'un petit canal, est bordé de cerisiers en fleurs. Alors, à l'automne, il n'y a pas de cerisier en fleurs, mais il a tout autant de charme. Il y a des petites boutiques, des vieilles maisons. Ça mérite de faire un petit tour d'une demi-heure. Après cela, on réembarque, on revient à Kyoto et on va aller au marché Nishiki, qui est le plus ancien marché de Kyoto.
Donc là, pareil, vous aurez quartier libre, vous pourrez manger un petit bout quelque part dans le marché, grignoter à droite, à gauche. Et l'après-midi, nous allons visiter une institution de Kyoto, c'est le Kiyomizu-dera. C'est ce temple qui est juché sur une colline et qui est planté sur des pilotis. C'est le temple le plus célèbre de Kyoto parce que de là, on a une vue sur toute la ville. Donc on va faire un petit circuit à pied par le temple et l'autre. Et on va redescendre à pied par cette petite, par Higashimaya, qui est bordée de vieilles maisons, de boutiques. On descend tranquillement pour arriver en bas dans le quartier de Gion, qui est le quartier des geishas. Alors, à Kyoto, il y avait deux quartiers de geishas. Il y avait le quartier de Gion, qui est le quartier le plus ancien, bordé de maisons en bois. Et vous aviez de l'autre côté de la rivière un autre quartier, le Pontocho, qui était un deuxième quartier de geisha. Alors, le quartier du Pontocho, il y a encore une rue que je vous indiquerai, qui vous pourrez flâner le soir, mais ça a un peu perdu de son charme parce que cette rue-là, maintenant, il n'y a plus tellement de maisons de thé, il y a surtout des restaurants, des petites boutiques, mais enfin, bon, c'est sympathique le soir. Mais Gion reste quand même le point important, le vieux quartier historique de Kyoto. Et donc en arrivant à Gion, là on sera un petit peu au chronomètre, alors je ne sais pas vers quelle heure on va voir le spectacle, si c'est 4h ou 4h30. C'est là qu'on va assister dans le vieux quartier de Gion. Il y a le vieux théâtre qui a été restauré, qui vient de rouvrir il y a 2 ans, où on va assister à ce spectacle où se produisent les geishas. Et puis, soirée, bien sûr, on reste dans le secteur, parce que Kyoto, le soir, c'est quand même assez magique, hein, surtout qu'il y aura beaucoup de monde à cette période-là. Il y aura 2-3 temples qui font soirée ouverte avec des sons et lumières, des choses comme ça, qui ne sont pas comprises dans le programme, mais où vous pourrez les uns et les autres y aller ou pas y aller. Après, c'est un peu à la carte, hein, une fois que vous êtes dans le secteur. 3e jour à Kyoto. Je vous ai dit, on n'a pas chômé à Kyoto. On va visiter le mythique château de Nijo, qui était le château du shogun, hein, puisqu'on avait le château de l'empereur, mais il y avait aussi les shoguns qui avaient leur résidence. Et donc, dans ce fameux château de Nijo, c'est un endroit absolument magnifique. Déjà, l'intérieur, avec des dorures, c'est là que vous allez voir toute la collection de peintures de Kano, dont on vient de parler. Il y a donc toutes les salles où étaient reçus les émissaires, et surtout le château Nijo a une particularité, c'est son plancher qui couine. Et c'était une façon pour les grands seigneurs de se défendre. Il y avait un système, et là on verra par en dessous sous les pilotis, c'est-à-dire que ça permettait de détecter les ennemis qui essayaient de se faufiler, et quand ils marchaient sur le plancher, il y avait un système, ça déclenchait un petit couinement comme un bruit de rossignol, et on savait que quelqu'un était. Donc il y a des choses assez marrantes. Un magnifique jardin, bien évidemment. Et après cela, on va se rendre dans le nord de Kyoto, dans un endroit où se trouve le complexe zen le plus important, où il y a une quinzaine de temples qui font partie de ce complexe. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire les 15, on va en faire qu'un seul. Le plus, à mes yeux, le plus intéressant et ce que j'adore par-dessus tout, dont je vous ai parlé dans les jardins, c'est le temple du Daizen-in, qui est un ensemble de 4 petits jardins qui retracent le cycle de la vie. C'est un endroit intéressant parce que le prieur de ce jardin, il dédicace lui-même, il peut vous faire une calligraphie à votre nom, il parle 2-3 mots de français, il est assez marrant. Et puis, pour rester dans cette ambiance zen, on va manger dans le restaurant du monastère, qui se trouve un petit peu plus loin. Pas facile à trouver ce restaurant parce qu'il est caché, on passe par des petites allées. Et là, on aura un repas végétarien qui est préparé par les nonnes donc, de ce monastère. Et généralement, il y a un moine qui va vous expliquer comment ils se nourrissent, qu'il faut prendre soin de cette nourriture, qu'il faut finir les plats, parce qu'eux, ils sont obligés de mendier pour leur nourriture. Et puis après, il vous explique comment, quand vous avez terminé, comment il faut empiler
les bols, parce qu'ils sont de tailles différentes. C'est un peu comme les poupées russes, pour leur éviter d'avoir trop de services. Donc vous empilez le tout et à la fin, vous avez juste un paquet. Donc un endroit assez intéressant à découvrir. Après le repas, le bus va nous emmener vers le sud de Kyoto. On va donc voir ce temple-là. Alors l'intérêt de ce temple réside dans ses jardins. Dans l'histoire des jardins, je vous ai parlé d'un historien paysagiste qui s'appelle Shigemori Mirei, qui a contribué au renouveau des jardins zen. Et donc il a modernisé ces jardins et il a eu pour mission de refaire les jardins de ce temple, qui est un très vieux temple de la période de Nara, donc et il a fait des choses assez modernes. Il a entièrement refait le jardin donc, de façon intéressante. Ensuite, on aura une petite marche d'1 quart d'heure, 20 minutes, pour arriver dans le sanctuaire de Fushimi. Alors ce sanctuaire est absolument spectaculaire, parce que pour y accéder, il y a des torii, sanctuaire donc torii, et il y a des torii qui forment un tunnel de 5 km qui traversent, qui montent dans la montagne et redescendent de l'autre côté. Alors on ne va pas faire les 5 km, mais on va en faire une bonne partie, et c'est assez impressionnant. Et ces torii sont des dons des fidèles. Et donc sur les poteaux, souvent on voit des inscriptions. Alors les gens pensent que c'est des prières, des incantations, pas du tout. C'est tout simplement le nom des donateurs. Et il y a des listes d'attente, c'est des grandes entreprises japonaises. Donc vous pouvez acheter un torii, il y en a des plus petits. Si vous avez plus de moyens, vous achetez un petit torii, vous faites un don. Une grande entreprise, vous achetez un grand torii. Et ils ont des listes d'attente. Alors au fur et à mesure que les torii vieillissent et pourrissent, hop, on le change et on prend le donateur suivant. Alors j'espère on va arriver à Fushimi avant la tombée de la nuit, mais quand on sera à nous balader dans ces tunnels, la nuit va tomber. Et là, c'est magique, parce qu'il y a des éclairages, il y a des lanternes qui s'allument. Alors, vous attendez pas à un éclairage foudroyant, mais c'est très discret. Et alors là, comme on est dans la forêt et autres, on pense à toutes ces histoires d'esprit, de yokai que je vous ai racontées. On est vraiment dans l'ambiance. De Fushimi, on n'est pas très loin de notre hébergement, de notre lieu de la gare. On va revenir avec un petit train, on a juste 2 stations à faire. Et on va arriver à la gare de Kyoto. Et on va donc terminer avec la visite de la gare de Tokyo, avec son architecture absolument incroyable. Et donc on va faire tout le tour. Et au-dessus, sous la charpente, il y a cette passerelle, ce qu'on appelle le skywalk. Et on passera sur cette passerelle suspendue. Alors vous risquez rien, vous avez même les gens qui ont peur du vide, vous risquez rien. Il y a des vitres de tous les côtés. D'un côté il y a la ville, de l'autre côté la gare. C'est un endroit absolument extraordinaire, donc à voir. Et après, soirée libre. Voilà pour Kyoto. Donc programme bien chargé. Après Kyoto, on s'en va et on va s'arrêter à 50 km de là, se trouve le château de Himeji, qui est le plus beau, qu'on appelle le château du Héron Blanc, qui a été restauré il y a 5-6 ans, donc il a été entièrement refait. Et au début, les Japonais, ils n'aimaient pas trop cette restauration parce qu'ils trouvaient qu'il était trop blanc par rapport à ce qu'il était avant. Alors on monte jusqu'au donjon, jusque tout en haut. Alors vous n'êtes pas obligé de monter au donjon, parce que on monte par un côté, on redescend par l'autre. C'est assez sportif, surtout les 2 derniers étages, vous êtes à la limite de l'échelle. Mais ça vaut le coup. Pour les gens qui ne voudront pas monter, c'est organisé de telle sorte que si vous ne montez pas, vous rejoignez, vous attendez les collègues de l'autre côté. À côté du château, on fera un petit tour par les jardins. Il y a un jardin, alors ce n'est pas un jardin qui date de l'époque du château. C'est un jardin qui a été aménagé au XXe siècle, mais il est très beau parce qu'il y a différents types de jardins, sympathiques, et surtout on a une vue absolument splendide aussi depuis ces jardins vers le donjon. Ensuite, on quittera Himeji pour nous rendre sur notre lieu de villégiature, la petite ville de Kurashiki. Kurashiki,
qui se trouve, on aura peut-être 1 heure et demie de route. Alors c'est une petite ville absolument adorable, très ancienne, hein, il y a encore des bâtiments anciens, les anciens greniers Harry. Cette petite ville est conçue autour d'une rivière et on peut facilement se promener sans se perdre. Il y a des vieilles maisons anciennes, des maisons de marchands, des maisons de samouraïs. Donc on va rester 2 nuits dans cette ville. Le premier soir de notre arrivée, on va avoir un dîner. Donc ce sera un des dîners compris dans cette ville. Vous aurez le temps de prendre un peu des repères. Un hôtel, j'ai demandé, on a un hôtel qui est juste à côté du centre historique, donc vous aurez juste 2 pas à faire pour passer la route et arriver au centre historique. C'est important parce que le deuxième soir, quand on va revenir de la visite de la journée, vous serez en roue libre, donc vous aurez déjà eu le temps de prendre un peu des repères. Le lendemain,